invités du jour de Matin Première, nos experts politiques de la maison, bienvenue. Tout d'abord Célia Cléry, rédactrice en chef adjoint et responsable politique de cette rédaction d'Outre-mer Première. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Serge Massot qui a beaucoup suivi, journaliste bien sûr, et qui a beaucoup suivi cette campagne présidentielle et qui continue de la suivre puisqu'on entame justement les législatives. Bonjour Serge. Bonjour. C'est aujourd'hui que justement débute officiellement la campagne des législatives dont le premier tour aura lieu dans 3 semaines tout juste, c'est ça, le 11 juin. Avant d'aborder ce sujet brûlant, je voudrais connaître votre analyse des premiers pas du nouveau président Macron. Célia Cléry, tout d'abord, et de son gouvernement. Les premiers pas pour l'outre-mer, on les attend encore, parce que pour l'instant, pris par ses nouvelles fonctions et ses occupations dans l'Hexagone, on n'a pas encore beaucoup vu se préoccuper de ce qui se passe en outre-mer. Mais on peut en tout cas parler d'Annick Girardin, la nouvelle ministre des Outre-mer, qui elle a d'ores et déjà fait savoir qu'elle prendrait un problème à bras-le-corps, celui de la Guyane. Celui de la Guyane, oui. Donc on attend. D'accord. De savoir ce qui va se passer. Sur le gouvernement en général, sur c'est après élection, qu'est-ce que ce nouveau gouvernement, ça a été un vote d'adhésion selon vous à Macron ou de refus du Front National En Outre-mer, par rapport à ce qui s'était passé au premier tour où Marine Le Pen et le Front National étaient quand même arrivés en tête au cumul des voix, du nombre de voix, il y a eu effectivement un coup de barre vers En Marche en Outre-mer pour le second tour de l'élection présidentielle, avec une abstention qui a été moins forte qu'au premier tour et qui a profité à Emmanuel Macron. Donc je ne pense pas que ça soit un vote d'adhésion, mais en tout cas ça a été un vote de contestation, de non-adhésion au Front National. Voilà. D'accord. Serge Massot, votre regard sur justement ce nouveau gouvernement, cette présidence incarnée par Emmanuel Macron, déplacement ce week-end au Mali, à Berlin la semaine dernière, on le dit obamesque même. Qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, en termes la posture, En termes de communication, c'est bien ça, c'est des images très léchées, très, très préparées, et puis un côté glamour avec son épouse Brigitte Macron qu'on a beaucoup vu dans la campagne, qu'on voit un petit peu moins. En tout cas, au côté politique, pour la formation du gouvernement, c'était le changement, mais dans la continuité pour le ministère de l'Outre-mer, puisqu'il y a toujours un ministère de l'Outre-mer. Dans les bruits de couloir ces derniers jours, on se posait la question de savoir s'il y aurait un secrétariat d'État, un ministère délégué, comme sous Nicolas Sarkozy. Et finalement, il fait comme François Hollande, a conservé un ministère de plein exercice. Et donc, c'est Annick Girardin qui le conserve et qui l'a... Et qu'il le voulait. Elle le voulait depuis la mandature Hollande. Elle avait milité l'an dernier déjà, pour avoir un ministère de l'Outre-mer et de la mer en même temps. Elle a conservé cette ambition dans un super coin de sa ministère, tête, mais pour l'instant, elle a juste l'Outre-mer. Ouais. Plutôt une bonne chose qu'elle soit à la tête de ce ministère, Annick Girardin, femme d'expérience également. Ça, on va voir, oui. Elle a quand même des qualités, elle est des qualités pour l'outre-mer, elle est ultramarine, elle a été longtemps députée, donc elle connaît bien la problématique et les élus d'outre-mer. Alors bon, on va en parler, il y aura de nouveaux députés à l'Assemblée nationale, donc ceux avec qui elle travaillait seront peut-être plus là, mais en tout cas, elle connaît bien les problématiques de l'outre-mer. Elle avait pourtant dit qu'elle ne suivrait pas le gouvernement Macron, elle n'accepterait pas une suite, un prolongement. Ce revirement de situation. Mais le président de la République lui a téléphoné et visiblement elle est tombée sous le charme vocal. Comment ça peut s'expliquer ? Parce que c'est vrai que elle l'avait dit clairement, elle ne suivrait pas. Elle avait dit qu'elle voulait retourner à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle était ministre d'abord de la francophonie et puis ensuite elle a été à la fonction publique et elle avait dit qu'elle souhaitait rentrer chez elle, se présenter à la députation, retrouver son siège et surtout retrouver son mari, sa fille et ses petits-enfants. Ah bon, d'accord. C'était un choix c'était familial, un choix du cœur aussi. Oui. Et puis visiblement, elle s'est laissée convaincre de tenter l'aventure. A-t-elle dit justement parce que c'était l'outre-mer et qu'elle voulait ce ministère. Un autre ministère, elle aurait peut-être refusé. A-t-elle repoussé ses enfants et son mari ? Ça, on le saura. Non, je rigole. L'autre ultramarin de ce gouvernement, l'autre ultramarine finalement, Laura Flessel, Célia ? Alors vraiment, Serge vous dira ce qu'il en pense, mais moi, en tout cas, je ne l'avais pas vu venir, si vous me pardonnez la trivialité de l'expression. Laura Flessel, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle soit ministre des Sports, mais c'est très bien. Plus quelqu'un comme Mormec qui était un petit peu dans les rouages déjà. Il n'aurait pas dit non, en tout cas. Il n'aurait pas dit non, lui. On parlait de Jean-Marc Mormec. Bon, après, c'est une continuité aussi d'avoir des sportifs au sport. On a eu David Douillet, Bernard Laporte, maintenant Laura Flessel. Guy Dru aussi. Oui, il y a très longtemps. Pour les plus anciens s'en souviennent. J'assume.
Donc voilà, maintenant, elle a l'air de prendre sa fonction à bras-le-corps, elle aussi. Donc on va voir comment les choses vont se passer. Et pour aller plus loin, Roger Bambuck également a été ministre. Tout à fait. Vendre à César ce qui est à César. En tout cas, David Ponchelet de la première.fr avait fait un tweet il y a quelques jours auparavant pour dire pourquoi pas Laura Flessel. C'était le seul. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Serge ? C'est à voir. En tout cas, en termes d'image, c'est probablement un très bon choix. C'est sûr, personne ne s'y attendait. Et puis... en termes de réussite, Emmanuel Macron qui aime bien mettre en avant les profils victorieux, qui osent, etc., pour une multiple championne olympique, c'est très très bien choisi. D'accord, mais on ne lui prédit pas dans la presse, vous l'avez vu un peu ce week-end, un avenir très glorieux, à ce poste-là en tout cas. Elle va être surveillée, elle est venue ici même, au journal de François, on peut lui faire confiance. Je pense que sa plus grande mission, c'est les JO 2024, les Jeux Olympiques. Une fois qu'elle a rempli cette mission-là, si elle arrive avec le comité olympique, avec tous les sportifs, et elle a le soutien aussi de tous les sportifs, notamment des ultramarins. On a vu Teddy Riner, on a vu Maureen Nissima, enfin plusieurs d'entre eux se sont manifestés tout de suite pour la féliciter de ce poste-là. Une fois qu'elle a les Jeux Olympiques 2024, je ne pense pas que sa feuille de route soit très étendue non plus. Voilà. Il y a Dominique Sorin, également le préfet de la Réunion, qui sera nommé ce mercredi au Conseil des ministres, directeur du cabinet justement d'Annick Girardin. Est-ce qu'il y a des déçus, Serge Massot et Célia Cléry, vous en avez, est-ce que des personnes comme Harry Chalus finalement ont été déçus, ou Thierry Robert, ceux qui militaient très fortement et dès le début pour Emmanuel Macron de ne pas être dans ce gouvernement? Chalus a dit, de toute façon c'est un gouvernement provisoire. Oui, il espère toujours. En tout cas, c'est sûr que lui était à Paris pendant les discussions, pendant les négociations pour former ce gouvernement. On imagine très fortement qu'il espérait, qu'il aurait bien voulu y être. On me racontait qu'il était en coulisses pour essayer justement de conserver un ministère des Outre-mer de plein exercice. Finalement, il a rien eu. Pour Thierry Robert, il a eu quelques jours pour se faire une raison, Personne n'imaginait qu'il pouvait être ministre après avoir perdu l'investiture d'En Marche pour les législatives, et une fois que toutes ces affaires, ces démêlés judiciaires sont ressortis sur la place publique. Tout à fait. Célia ce qu'on sait, ce qu'on dit, c'est que justement Harry Chalus aurait aimé avoir le ministère des Sports. Alors maintenant, c'est une Guadeloupéenne qui a le ministère des Sports. Donc il va être consolé. Espérer qu'il en soit content, mais en tout cas, il aurait aimé. Et on sait que Thierry Robert aussi aurait bien aimé s'installer rue Oudinot au ministère des Outre-mer. Mais effectivement, ces démêlés judiciaires l'en ont empêché. Qu'est-ce qui, selon vous, a pu faire, parce que Chalus a beaucoup milité et la Guadeloupe a voté pour Emmanuel Macron, Thierry Robert également pour la Réunion. Enfin, bon, ils ont beaucoup travaillé. Qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont rien obtenu, ces gens-là? Manque d'expérience Thierry Robert, il a été rattrapé par ses affaires. Ses problèmes. Ouais. Donc, effectivement, ses affaires judiciaires. Donc, déjà, il ne pouvait pas avoir l'investiture d'En Marche pour la députation. Donc, être nommé ministre du gouvernement, c'était impossible. Harry Chalus, je pense que c'est aussi peut-être un problème de notoriété, tout simplement. Laura Flessel, d'expérience. Elle est quand même d'expérience. Laura Flessel n'a pas d'expérience ministérielle, mais en tout cas, elle est plus connue qu'Harry Chalus. D'accord. Serge? Oui, c'est probablement des questions de qualité, de professionnalisme, même si Harry Chalus a de hautes responsabilités sur son île. Mais en tout cas, c'est ce que souhaite Emmanuel Macron, mettre une sportive au sport, ça collait. Et peut-être qu'il y aura des sessions de rattrapage après les législatives. En tout cas, oui. Harry Chalus, lui, compte là-dessus. Lui aussi, mais pas que, j'imagine. On parle des législatives, à moins que vous ayez encore un mot à rajouter sur ce gouvernement et la présence de l'Outre-mer et des grands projets. La Guyane, oui, Annick Girardin a dit et affirmé qu'elle allait vraiment s'attaquer à ce sujet, à ce problème. Est-ce qu'il y a d'autres choses? En tout cas, c'est sûr que Annick Girardin est très attendue dans les Outre-mer. Vous avez parlé de la Guyane, mais aussi en Nouvelle-Calédonie, dans sa toute première interview ce week-end, elle a dit que pour la Nouvelle-Calédonie, quel que soit le résultat du référendum l'an prochain, la France resterait aux côtés de la Nouvelle-Calédonie. Ça pouvait sembler anodin, mais immédiatement, Philippe Gomez, député de la Nouvelle-Calédonie, a dit attention, pour lui, ça pourrait être un signe envoyé aux indépendantistes. Donc, il va falloir qu'elle pèse très très fort chacun de ces mots. Elle commence à découvrir le ministère de l'Outre-mer. D'accord, et ses subtilités. Les législatives, Célia Cléry, ça y est, ça débute officiellement aujourd'hui, 3 semaines de campagne. Est-ce que c'est une campagne qui va être compliquée en Outre-mer?
Non, pas spécialement. Ce qui va être intéressant, c'est que, mais c'est pas propre à l'outre-mer, c'est qu'il y a au moins 212 députés sur les 577 sortants qui ne se représentent pas, et ça concerne aussi l'outre-mer. On peut citer le cas emblématique, parce que très connu, de Victorin Lurel, ancien ministre des Outre-mer, ancien député donc de la Guadeloupe, qui ne se représente pas dans sa circonscription de vieux habitants, la 4e. Comment on explique cette Alors décision, lui, il le dit, moi j'en ai parlé un peu avec lui, il explique tout simplement que il a déjà une très longue carrière politique derrière lui, qu'il souhaite se mettre en retrait, dit-il, et il se réserverait pour le Sénat, puisqu'il y aura aussi des élections sénatoriales à l'automne prochain. D'accord. Et donc il briguerait un mandat de sénateur. Et peut-être dans une position un peu fragile ces temps-ci, il a enchaîné un petit peu les... Il a enchaîné les difficultés depuis qu'il a quitté le ministère des Outre-mer, puisque la région lui a échappé. Complètement. La députation, effectivement, c'est pas certain, mais même pour les sénatoriales, c'est pas gagné, puisque je vous rappelle juste que les sénatoriales, c'est les grands électeurs qui votent, donc les maires, les élus, mais pas directement au suffrage universel. Et il faut qu'il soit soutenu justement par ces grands électeurs socialistes, notamment en Guadeloupe, et c'est pas gagné. C'est pas gagné. Est-ce que Macron a déstabilisé un peu tout le monde, et la droite et la gauche, une gauche très présente en Outre-mer, et donc du coup va semer un peu le trouble là-dedans, Serge Massot? C'est justement toute la question. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à il y a 5 ans où c'était le Parti socialiste qui avait raflé la quasi-totalité des députés Outre-mer? Benoît Hamon a fait un score très faible dans les Outre-mer comme partout ailleurs. Et la question, c'est justement que vont faire les électeurs qui avaient voté socialiste aux législatives il y a 5 ans. Est-ce qu'ils vont choisir le camp du vainqueur, donc Emmanuel Macron, ou est-ce qu'ils vont retourner au PS? C'est un peu dans l'état d'esprit. C'est un peu dans l'état d'esprit ça, oui. De choisir le camp du vainqueur. C'est l'intérêt souvent de ces territoires. Monique Orphée, elle a eu la particularité d'avoir l'investiture du PS, mais aussi d'En Marche. Erika Bareitz, qui était la ministre des Outre-mer sortante, elle a dit « Moi, je suis socialiste, mais la démarche d'Emmanuel Macron, je suis 100% d'accord avec lui ». Donc voilà, le but, c'est de se faire réélire, et puis aussi d'être dans le camp du vainqueur. Célia, même constat? Tout à fait, oui, c'est tout l'intérêt des députés d'Outre-mer, sachant que souvent ils se représentent aussi sous des étiquettes qui sont propres localement à des partis locaux, d'être ensuite dans le camp des vainqueurs. Et de toute façon, on peut supposer que quelle que soit l'étiquette sous laquelle ils seront élus, ils siégeront à l'Assemblée dans la majorité présidentielle, la grande majorité présidentielle. Oui, Serge Massot. Et puis l'exemple le plus frappant, c'est notamment en Polynésie française, Édouard Fritsch, qui en fin d'année dernière avait soutenu Alain Juppé lors de la primaire de la droite pour des questions historiques chiraciennes. Ensuite, puisque François Fillon avait gagné la primaire, il soutenait François Fillon, il avait couru à Paris pour venir discuter, négocier avec lui. Et une fois que Emmanuel Macron a gagné la présidentielle, il est retourné à Paris pour négocier avec Emmanuel Macron. Donc voilà, le but, c'est d'être dans le camp du vainqueur pour bénéficier de... Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Par exemple, Gabrielle Louis Carabin en Guadeloupe. Oui, en Guadeloupe, au Moule. Députée maire du Moule. Elle s'est présentée comme députée sous l'étiquette sarkozyste, puis ensuite Hollande. Et là, elle est suppléante cette fois, mais En Marche. En Marche, d'accord. Attention aux vestes qui se déchirent, à force de les retirer et les remettre à l'endroit, à l'envers. On n'a pas parlé du Front National et de ce qui s'est passé en Outre-mer, mais vous aviez eu l'occasion de le faire lors du débat, cette discussion avec Alain Rosalie au lendemain du premier tour, où le FN a quand même surpris en Outre-mer. Est-ce que pour ces législatives, il peut y avoir ce même effet, on va dire? C'est toujours plus compliqué dans les législatives puisque c'est un suffrage à 2 tours et il faut obtenir la majorité, plus de 50% et une voix. C'est toujours le problème pour le Front National et c'est probablement encore plus compliqué en Outre-mer. C'est un problème d'implantation locale, également, avec des personnalités. Mais c'est vrai que le Front National présente des candidats quasiment partout Outre-mer. Alors, ce n'est pas le cas à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin et à Saint-Barth et dans une des circonscriptions des 4 de Guadeloupe. Mais ils sont présents sinon partout et ils espèrent effectivement... l'intérêt du Front National Outre-mer compris, c'est d'avoir un groupe. Et pour faire un groupe à l'Assemblée nationale, il faut avoir au moins 15 députés et ça veut dire des subventions aussi qui rentrent pour faire fonctionner le groupe et éventuellement... Et également. Ces candidats à cette élection législative seront appelés à siéger pendant 5 ans au Palais Bourbon. Et Serge Massot, vous vous êtes posé la question de la raison pour laquelle on appelait ce palais le Palais Bourbon. Voici votre réponse d'ailleurs. Les députés débattent, ils s'y disputent, parfois souvenir de lointaines scènes de ménage peut-être, car comme le rappelle Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale... Nous sommes ici grâce à une histoire d'amour.
L'amour entre le comte de Lassay et la princesse de Bourbon. Louise Françoise de Bourbon était la fille de Louis XIV et de sa maîtresse, Madame de Montespan. À partir de 1722, elle se construit son palais, le futur palais Bourbon, et achète un terrain juste à côté qu'elle offre à son amant, le comte de Lassay, pour y construire son hôtel particulier, qui est aujourd'hui la résidence du président de l'Assemblée nationale. Le tout est confisqué sous la Révolution française et devient un bien national. On y ajoute un hémicycle. Les premiers députés s'y réunissent. Aujourd'hui, pour entrer en séance, les députés passent par le très luxueux salon de la Croix, 6 mètres de hauteur, des murs et des plafonds recouverts de chefs-d'œuvre de peinture et de feuilles d'or. C'est ici que Louis-Philippe, le dernier roi de France, recevait l'hommage des députés. Son trône a depuis été remplacé par le buste de Marianne. Voilà l'histoire du Palais Bourbon, de cette Assemblée nationale, symbole même de notre démocratie. Merci Serge pour ces explications. Vous, pour tous les deux, les circonscriptions à surveiller, Célia Cléry, quelles sont-elles alors? Il y en a quelques-unes. On parlait de Thierry Robert dans la 7e circonscription de La Réunion. Alors lui, il se présente sous quelle étiquette finalement? Parce que sous son étiquette, puisqu'il est privé de l'investiture d'En Marche. On est bien d'accord. Député sortant Modem, donc est-ce qu'il sera réélu? La Réunion, toujours Erika Barretch dans la première circonscription Saint-Denis. L'ancienne ministre des Outre-mer, Victorin Lurel, donc qui ne se représente pas dans la 4e circonscription de la Guadeloupe. C'est Hélène Vainqueur-Christophe, qui était sa suppléante, qui a été députée quand il était ministre, qui le soutient. Donc, est-ce qu'il aura réussi son pari en la soutenant? Et son passage de témoin, oui. Et puis, la circonscription en Martinique d'Alfred Marie-Jeanne, qui ne se représente pas non plus. Également. Et puis, il y a évidemment celle d'Annick Girardin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, la nouvelle ministre des Outre-mer. Si elle perd, elle rentre à Saint-Pierre-et-Miquelon avec du coup, là, avec cette fois-ci. Mari et enfant. Voilà. Pardon. Et puis aussi la première circonscription de la Guadeloupe, puisque Georges Hermin avait été désigné candidat socialiste. Ouais. Et puis finalement, il y a quelques jours, le PS a enlevé son investiture puisqu'ils se sont rendus compte qu'il avait été condamné il y a à peine quelques mois pour complicité d'escroquerie dans une affaire de fraude à l'aide des fiscs. C'est pas terrible quand on parle de renouvellement très régulièrement ces derniers temps. Voilà, une petite dernière juste, Jean-Marc, pour la route, c'est celle de la 2e circonscription de la Guyane avec David Riemann qui était une des figures des 500 frères qui se présente, et on verra justement si le mouvement peut se pérenniser et s'il peut amener un député à l'Assemblée. Voilà, ça c'est à surveiller et vous le faites pour nous et vous en rendez compte à nos auditeurs et sur lapremière.fr également très régulièrement. C'est parti pour les législatives. Merci Serge Massot et Célia Cléry d'être venus ici faire le débrief et le lancement en même temps de ces législatives et le débrief de ce gouvernement Macron. Il est 11h34.